Mesdames et messieurs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver pour cette édition du 20h à la une de l'actualité ce soir, plongée au cœur de la tour de la RTS qui sera inaugurée ce 20 mars. Bien plus qu'un chef-d'œuvre architectural, c'est aussi un véritable écosystème social, crèche, salle de sport, espace de prière et restaurant panoramique. Nous découvrirons comment cette infrastructure s'apprête à redéfinir le quotidien des agents de la RTS. Dans l'actualité également, cet événement marquant du Ramadan, la conférence religieuse organisée par l'amicale des journalistes et animateurs soninké de la RTS, un moment de spiritualité et de réflexion parrainé par le directeur général Racine Talla qui met en lumière l'engagement continu de la RTS dans le dialogue interculturel et religieux. Durant le mois de Ramadan, l'alimentation des personnes âgées requiert une attention particulière. Adapter les repas pour répondre à leurs besoins spécifiques est crucial pour leur bien-être pendant cette période, on le verra. Et enfin, ce dimanche, notre rubrique Carême s'intéresse à une pratique fondamentale mais souvent sous-estimée au sein de l'Église catholique, le denier du culte. Bien plus qu'une simple contribution financière, cette offrande, on le verra, est vitale pour le soutien des activités ecclésiales. Reportage à suivre. Voilà pour les titres de ce 20h. Bienvenue et merci de nous recevoir chez vous. Je vous le disais, ce mercredi marque l'inauguration de la tour R+10, le flamboyant nouveau siège de la radio-télévision nationale par le chef de l'État, émergeant d'une vision présidentielle qui, il y a quelques mois, aspirait à métamorphoser un espace en un centre névralgique de vie et de technologie. Cette tour incarne désormais une avancée socio-technique majeure. Voici un extrait du président de la République lors de la cérémonie de pose de la première pierre. C'est pour réaffirmer avec vous et parmi vous toute l'importance que j'attache à un service public de l'audiovisuel moderne et performant. Moderne et performant pour répondre aux meilleures normes et standards de qualité. Vous l'avez appelé, Monsieur le Directeur général. Jusque-là, les infrastructures de la radio-télévision nationale n'ont jamais été prises en charge à 100% par l'État du Sénégal. Le siège de la première radio est un legs colonial. Et celui qui abrite actuellement la RTS est le fruit de la coopération avec un pays ami, le Japon. Je voudrais réitérer ici mes remerciements au gouvernement et au peuple japonais pour sa remarquable contribution. Aujourd'hui, et je le dis avec fierté, l'État est là, à vos côtés, pour exécuter un projet complet. Un projet qui comprend une tour, certes de 10 étages, construite sur un site de 2615 mètres carrés avec des équipements audiovisuels de dernière génération, mais également la réhabilitation du bâtiment existant pour un coût de 33 milliards. Et dans ces différentes composantes, il me plaît de souligner que cette tour abritera un certain nombre d'infrastructures, de studios de dimensions très importantes, aussi bien pour la télévision que pour la radio, mais surtout une zone technique et un centre de formation en audiovisuel sous le modèle d'une académie. Un restaurant panoramique pour satisfaire l'appétit des cousins et cousines sérères. Il le faut. Et un service médical. De plus, nous avons voulu joindre l'utile à l'agréable et intégrer le social parce que la RTS ne doit pas seulement être un lieu de travail,
mais aussi un cadre de vie et de convivialité. Et puis ce soir, justement, focus sur les facettes sociales de cette prouesse, de la crèche à la salle de sport en passant par des espaces de prière pour tous, terrain de football et un restaurant avec vue panoramique. Découvrez comment cette infrastructure s'apprête à redéfinir le quotidien des agents de la RTS. Et nous y reviendrons bien sûr tout à l'heure avant la fin de cette édition. Au cœur du Ramadan, l'amicale des journalistes et animateurs soninké de la RTS a organisé une conférence sous le signe de la spiritualité, axée sur les droits et devoirs du musulman dans la société. Un événement qui a vu une importante mobilisation de la communauté sous le haut patronage du directeur général de la RTS, Philomène Constance Diagne. La grande mosquée de Dakar a refusé du monde. Des associations soninké venues des 4 coins du Sénégal et de Dakar répondent à l'appel des journalistes et animateurs soninké de la RTS. Pour cette 11e édition, le thème choisi est droits et devoirs du musulman dans la société. Le prophète, paix et salut sur lui, nous exhorte à être bons avec nos voisins, de garder leurs secrets, mais aussi de partager ce que l'on a, comme la nourriture par exemple. Il nous recommande aussi le respect envers ses employés, aides ménagères, chauffeurs, gardiens. Ce sont des personnes vulnérables. Il faut éviter de leur causer du tort. La grande conférence est un moment de retrouvailles et de partage entre membres de la communauté d'ici et d'ailleurs. Pour les organisateurs, c'est une belle tradition qui se perpétue. DG, voici votre famille. Vous n'avez jamais exclu les soninké de quoi que ce soit. Vous avez un emploi du temps certes chargé, mais vous avez trouvé le temps de venir ici. On vous surnomme directeur généreux. Et cela n'est pas fortuit. La preuve, on aperçoit d'ici la tour de la RTS qui va être inaugurée la semaine prochaine par le chef de l'État. Tout cela, c'est grâce à vous. Plus important encore, vous avez donné une autre dimension aux journaux, à langue locale. Depuis 11 ans, le soutien de la RTS n'a jamais fait défaut à l'association et à la communauté dans son ensemble. Venu réitérer cette fraternité, le directeur général de la RTS a magnifié l'initiative. Et vous savez, l'ethnie, c'est simplement une identité culturelle. C'est une identité culturelle dans le cadre d'une diversité, dans le cadre d'une pluralité, dans le cadre d'une nation. Et chaque ethnie qui aussi répond, n'est-ce pas, de ses spécificités culturelles, vraiment nourrit ce qu'on appelle aujourd'hui la nation. Et lorsqu'on parle de communauté soninké, c'est l'incarnation des valeurs de travail, c'est l'incarnation des valeurs de discipline, c'est l'incarnation des valeurs de solidarité. C'est connu ici au Sénégal, mais surtout aussi à travers la diaspora. Ce parrainage, c'est une forme de reconnaissance, c'est un signe d'estime, un signe de considération. Pour moi d'abord, mais aussi pour la RTS, parce que ce sont des agents de la RTS, hommes et femmes, qui sont debout et qui aujourd'hui au sein de l'entreprise nourrissent la culture de l'entreprise par ses valeurs de travail, par ses valeurs de solidarité, et ça participe véritablement aux performances de l'entreprise. Devenu un rendez-vous incontournable pour la communauté, la grande conférence gagne en crédibilité et en popularité au fil des ans. Les organisateurs, eux, n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin pour le bien et la cohésion de la communauté. Quelques membres de l'amicale des journalistes et animateurs soninké ont réagi sur l'importance de la thématique. Je vous propose de les suivre. C'est toujours un plaisir de venir répondre à cette conférence qui se fait à chaque année durant le mois de Ramadan. Une occasion pour la communauté de se retrouver autour d'un thème essentiel. Cette année, on a parlé des droits et devoirs entre voisins, entre parents et son enfant. Donc je pense que c'est un thème très très important. On apprend beaucoup de cette conférence comme chaque année. Les marabouts, les imams,
toute la communauté, je veux dire, s'est présentée ici. Il y a un groupe de chaque village ici qui est là, le représentant de chaque village qui est là aujourd'hui. C'est un grand honneur. L'honneur a été encore plus grand, surtout la présence du directeur général de la RTS, Racine Talla, qui nous a rehaussé de sa présence. Ça, c'est un phénomène à souligner, qu'on ne peut pas oublier. Ça veut dire que la RTS, la direction de la RTS, l'importance qu'il accorde à ces langues nationales, particulièrement au soninké, à la langue soninké. Durant le mois sacré de Ramadan, l'attention portée à l'alimentation des personnes âgées devient primordiale pour leur bien-être. Entre nécessité de diversifier leur alimentation et importance d'un suivi médical adapté, ces précautions s'avèrent essentielles pour leur permettre de jeûner en toute sécurité. Quelles sont les mesures indispensables pour accompagner au mieux nos aînés durant ce temps de dévotion? Réponse dans ce reportage de Ramatadem. En cette période de Ramadan, il est difficile dans certaines familles de préserver la santé des personnes du troisième âge. Ces personnes qui vivent au quotidien le poids de l'âge veulent par tous les moyens respecter la période de jeûne. Le jeûne peut être déconseillé. Des personnes d'un certain âge qui ont un ensemble de pathologies, le jeûne peut être fatal. Donc, il faudrait quand même... tout ça, ce n'est pas de nature à faire peur aux personnes âgées, mais c'est simplement de les inciter, avant d'aborder le jeûne, de procéder à une consultation auprès de leur médecin. Mais également de bien veiller à leur alimentation, car ils n'ont droit qu'à 2 repas comme tout le monde, le repas de la rupture et le deuxième à l'aube. Le khad est un incontournable chez le sujet âgé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sujet âgé est prédisposé naturellement à la dénutrition et à la déshydratation du fait un peu du vieillissement du mécanisme de thermorégulation et de régulation de la faim et de la satiété. Privilégier les sucres d'absorption lente qui peuvent permettre un délitement très lent du sucre dans le sang tout le long de la journée. C'est les pâtes alimentaires, les céréales qui peuvent permettre à la personne âgée de tenir. Une bonne alimentation ne suffit pas. Il faut également ménager ces personnes âgées en leur évitant des activités sous la chaleur. Et pendant la journée, éviter de sortir aux heures chaudes ou ensoleillées parce que ça aggrave la dénutrition et la déshydratation. Donc il faut se mettre à l'abri et éviter les activités physiques pendant le jeûne de Ramadan et adapter un peu sa prise médicamenteuse en fonction de son suivi thérapeutique. Il faut savoir qu'en temps normal, les personnes âgées ont moins d'appétit et pour leur permettre de recharger leur batterie, il faut trouver des astuces pour susciter leur appétit. Il y a des astuces, il faut fractionner les repas, les enrichir et les diversifier. C'est dans la diversification du repas que l'on peut susciter l'appétit et le plaisir de manger. Pour ce qui est de l'hydratation, il ne faut pas uniquement se limiter à l'eau, il faut varier les plaisirs. C'est des jus, c'est de l'eau, c'est du thé. Il faut noter que nos parents et grands-parents adorent les dattes. Comme on dit, le sucre trompe la faim. Trop de dattes risque de couper la faim. Donc moi je pense que commencer par de petites quantités de dattes, 2 à 3, pour attendre la faim, avant de se coucher pour compléter un peu ces petits plaisirs datent comme ça se fait souvent avec les mangues. Après le mois de Ramadan, de nombreuses personnes âgées sont accompagnées par leurs enfants chez le médecin parce que tout simplement le corps est affaibli. Bon, et puis après, elles sont amenées de force par la famille après le Ramadan. Moi je pense qu'il ne faut pas hésiter. Les personnes âgées ne doivent pas hésiter à venir nous consulter. C'est juste une évaluation à mi-parcours de leur capacité à continuer ou non le jeûne. Et comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire, il n'est pas jamais trop tard pour arrêter de jeûner, surtout qu'il y a des alternatives que la religion leur permet. N'oubliez pas d'aider les personnes âgées à bien se réhydrater et à avoir une alimentation variée et équilibrée. Dans l'esprit du Ramadan, les Baïfal incarnent la générosité et la fraternité. Chaque jour, ils distribuent gratuitement des milliers de repas. Inspirés par l'exemple de Mame Cheikh Ibrahima Fall et les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba,
Cette pratique illustre la profonde solidarité qui unit la communauté autour de l'héritage de Khadim Rassoul. 4 000 à 5 000 personnes reçoivent quotidiennement bien plus qu'un simple repas. Elles partagent un moment de communion spirituelle. Amadou Diallo. Le Ndogou des Baye Fall. Une procession impressionnante. La distribution gratuite de repas durant le Ramadan est un modèle de solidarité instauré par Khadim Rassoul, Cheikh Ahmadou Bamba. Serigne Touba en avait donné le ndigal à son fervent disciple Mame Cheikh Ibrahima Fall. Celui-ci commença alors à préparer quotidiennement des repas pour Khadim Rassoul et pour l'ensemble des hôtes et des habitants. Une tradition bien perpétuée par les Baye Fall. À chaque mois de Ramadan, nous distribuons les ndougou. Tous les Baye Fall participent à cela par la préparation des repas, mais aussi par les zikrs. C'est une tradition dans tous les foyers de Mame Cheikh Ibrahima Fall. Et chaque année, ça va de l'avant. Ces repas préparés avec soin sont distribués aux familles religieuses ainsi qu'à des milliers de personnes. Au moins 1000 personnes bénéficient des repas rien qu'ici. Et cela est différent des ndogou que nous emmenons à l'intérieur de la ville et en dehors. La famille Mbaké, Bousso, les Dara ainsi que les démunis sont aussi servis. Vous savez, nous avons l'habitude de distribuer les ndogou jusque tard dans la nuit. Un véritable modèle social empreint de générosité. Nous apprenons beaucoup à travers l'œuvre de Serigne Touba Mbacké. Il y a dans ça tous les types d'adoration de Dieu. Le social ici n'est égalé nulle part ailleurs. J'ai estimé à 4000 personnes, voire 5000 ceux qui coupent quotidiennement les jeunes à la grande mosquée de Touba. La générosité et le partage sont deux qualités intrinsèques d'un disciple de Cheikh Ahmadou Bamba, des valeurs bien présentes chez les Baye Fall. Dans notre rubrique Carême de ce soir, focus sur une tradition méconnue mais essentielle de l'Église catholique, le denier du culte. Cette contribution financière annuelle joue un rôle crucial dans la vie et le fonctionnement de l'Église, mais de quoi s'agit-il exactement ? Quel est son montant et qui est appelé à y contribuer? L'abbé Olympe Badji apporte lumière et explication sur ce pilier de la générosité chrétienne dans son reportage signé François Sec. Les portes des églises s'ouvrent grandement à l'esprit de solidarité en cette période de pénitence, un moment propice à la collecte du denier de culte. C'est le temps où les gens sont le plus disposés à la générosité. D'autant qu'il est proposé même qu'il soit versé ce denier pendant ce temps de carême, étendu à la cinquantaine du temps pascal qui se clôture avec la Pentecôte. Le denier de culte est une contribution financière obligatoire pour tout chrétien, selon le code du droit canonique. Une contribution à verser notamment pendant le temps de carême dans lequel nous sommes depuis le mercredi des Cendres, en citant le canon 222 du Code de droit canonique de 1983. Chaque année, des milliers d'enveloppes sont distribuées dans les paroisses et communautés de base. Mais à combien s'élève le montant du denier de culte? Chacun donne selon sa générosité, même si les évêques proposent que les gens donnent un peu plus que l'équivalent d'une journée de travail. Je crois que chacun, selon sa conscience, étant tenu de verser le denier, s'il ne verse pas, l'Église ne le poursuivra pas pour ça. Les recettes tirées de la collecte permettent de financer les besoins pastoraux selon un barème bien établi. Le tiers reste dans la paroisse où le denier est organisé et les 2 tiers sont versés au diocèse. Parce que c'est celui qui nous permet de prendre en charge la vie matérielle de l'Église, matérielle et financière bien entendu. Il y a des constructions
d'églises, de presbytères, il y a la prise en charge des prêtres, il y a les factures aussi d'électricité, d'eau à honorer dans nos églises, dans nos paroisses. Il y a les hosties, il y a le vin de messe, il y a les ornements liturgiques, il y a le mobilier liturgique. Alors on peut dire plein de choses par rapport à ce que le denier peut donner comme contribution. Le denier de culte renvoie à la dîme d'Abraham et à l'offrande au temple. C'est un signe d'appartenance et c'est l'une des principales ressources de l'Église. Il y en a d'autres. La ressource humaine, il y a les quêtes ordinaires, il y a les intentions de messe, qu'on appelle offrande de messe. Il y a également les dons des fidèles, il y a les dîmes, il y a les legs de certains fidèles aussi. Principalement, ce sont ceux-là qui constituent, disons, les ressources premières de l'Église. Loin d'être un don quelconque de générosité, le denier de culte est un signe d'appartenance, de communion et de solidarité avec un ancrage théologique dans la vie de l'Église. À quelques jours de l'élection présidentielle du 24 mars, le débat politique s'intensifie autour des thématiques cruciales telles que la sécurité nationale et l'exploitation des hydrocarbures. Le docteur Yorodia, analyste politique et ministre conseiller à la présidence de la République, partage son point de vue sur les enjeux majeurs qui, selon lui, devraient déterminer le choix des électeurs. Il était l'invité d'Omarnier. Aujourd'hui, le Sénégal est la convoitise de beaucoup de lobbies, de beaucoup de puissances. Les gens qui veulent mettre la main sur le Sénégal, les gens qui organisent cette conspiration internationale, ce qui les intéresse, c'est que le pays soit dans une tension permanente, dans une insécurité permanente pour qu'ils peuvent réaliser leur macabre dessein. Et puis le président de la République, qui est bien informé et qui aime son pays, c'est peut-être pour des raisons comme ça qu'il a décidé de pacifier l'espace politique, l'espace politique avant de partir. Nous sommes le dernier îlot de stabilité. Et il faut que les hommes politiques en soient conscients. Et que quand on va avoir des élections, que les hommes politiques soient jugés sur ces questions-là. Dans un pays où l'opposition peut gagner la capitale, Barthélémy Diaz, dans un pays où M. Ousmane Sonko peut gagner la mairie de Ziguinchor, dans un pays où quelqu'un comme Serigne Mboup, société civile, peut sortir du néant et prendre la mairie de Kaolack, le pays n'a pas un problème électoral. Le pays n'a pas un problème électoral parce que quand la Cour suprême a décidé que le processus devait être repris, tu as vu l'administration. L'administration du Sénégal a aujourd'hui une vingtaine de jours pour organiser une présidentielle. Cette administration-là a organisé 3 élections en 2022. Donc dans un pays comme ça, on ne peut plus perdre du temps sur la transparence électorale, sur le fichier, est-ce que ça va être... Malheureusement, comme j'ai dit, le pays est aussi victime des rentiers de la tension. Il y a des gens qui vivent de tensions permanentes et puis ce sont ces gens-là, financés par l'extérieur, qui créent les conditions d'un brouillage politique extraordinaire pour continuer à recevoir des financements. Mais le Sénégal n'a pas un problème politique, le Sénégal n'a pas un problème électoral. Et justement, notre carte postale et électorale focus ce soir sur 2 régions au cœur des enjeux, Matam et Kédougou. Première escale Matam, véritable poumon économique du Nord avec une population électorale diversement répartie entre Matam, Kanel et Ranérou-Ferlo. Cheikh Mohamedou Bambagay nous guide à travers les particularités électorales de cette région stratégique. À la suite de la réforme administrative intervenue en 2002, Matam, qui faisait partie de Saint-Louis comme département, est érigé en région le 15 février 2002 sur une superficie de 29 445 km². Une région sylvopastorale du nord Sénégal où le bétail et les pâturages déterminent une grande partie de son potentiel économique adossé à l'élevage donc. Matam est également une région minière avec les phosphates d'Endendori. Région agricole également, bordée par le fleuve Sénégal, avec la riziculture. Matam, c'est une population de 833 000 habitants qui comprend 3 départements, à savoir Matam, Kanel et Ranérou-Ferlo. La population électorale de la région tourne autour de 273 000 électeurs, 262 lieux de vote et 601 bureaux de vote. Le département de Matam, en termes d'électorat, vient en tête avec 141 000 électeurs, suivi de Kanel qui compte 108 000 électeurs, et enfin le département de Ranérou-Ferlo avec ses 24 000 électeurs. Du nord au sud-est, notre voyage électoral nous mène à Kédougou, une région aux multiples visages, terre d'exploits miniers, de richesses culturelles et d'émerveillement touristique avec ses paysages captivants. Kédougou est aussi un acteur politique de poids. On reste avec vous, cher Mohamedou Bambamgueye.
Kédougou fait partie de ces 3 dernières régions qui ont été créées au Sénégal après le découpage territorial intervenu en septembre 2008. Détachée de Tambacounda, elle constitue donc la 2e région du Sénégal oriental avec une superficie de 16 896 km². Sa population en 2023 s'élève à 245 000 habitants avec l'ensemble de ces 3 départements, à savoir Kédougou, Saraya et Salémata. Kédougou, c'est d'abord son parc de Nyokolokoba, vaste de ses 913 000 hectares et qui s'étend jusqu'à la frontière guinéenne. C'est également une région minière avec l'exploitation de l'or de Sabodola. La région de Kédougou a la particularité aussi de sa richesse culturelle entre ses peuples Peul, Mandeng et les minorités ethniques Bédik, Bassari et Djalonké. La population électorale de la région de Kédougou fait 65 000 électeurs, 158 lieux de vote et 208 bureaux de vote. Le département de Kédougou vient en tête avec 37 000 électeurs, suivi de Saraya avec 17 000 électeurs, et enfin le département de Salémata qui ferme avec ses 10 000 électeurs. Je vous le disais, le 20 mars, la RTS célèbre un tournant historique avec l'inauguration de sa tour au flambant neuf, un joyau architectural promettant bien plus qu'un lieu de travail. Ce soir, justement, focus sur les facettes sociales de cette prouesse, de la crèche à la salle de sport en passant par des espaces de prière, pour tous, terrain de football et un restaurant avec vue panoramique. Découvrez comment cette infrastructure s'apprête à redéfinir le quotidien des agents de la RTS. C'est un reportage d'Amadou Diallo. Le président de la République Macky Sall installe définitivement la RTS dans l'ère moderne. La tour R+10 de votre télévision nationale est un bâtiment écologique, intelligent et futuriste. Dès l'instant qu'on construit à cette époque-ci un bâtiment de cette envergure, une tour R+10, il est inéluctable que l'on aille vers un bâtiment intelligent. Et bâtiment intelligent, ça suppose derrière qu'on ait une disponibilité déjà de l'électricité. Et les normes édictées ici, c'est des normes pratiquement 3/3. Et cela veut dire derrière qu'il n'y aura pratiquement plus de coupure de courant. Avec un important volet social, la tour abrite entre autres la médecine d'entreprise équipée de salles de soins, une crèche, une salle de sport avec vestiaires hommes et dames. L'aspect PMR, personnes à mobilité réduite, est aussi bien pris en compte avec des rampes et ascenseurs. Sur le plan social, il y a beaucoup d'aspects qui ont été pris en charge par ce bâtiment. C'est un bâtiment futuriste que nous allons accueillir. C'est un bâtiment qui prend en charge tout le personnel, tout le monde. La RTS est un établissement qui reçoit du public. Nous n'avons pas oublié les personnes à mobilité réduite. Pour sa mise en œuvre, l'expertise nationale a été sollicitée et les résultats obtenus sont plus que satisfaisants. C'est un bâtiment qui n'existe pas encore à travers le monde, ça je pèse bien mes mots parce que nous sommes les derniers à construire. Et ce qui a à saluer, c'est l'expertise technique nationale qui a été utilisée à 100% pour réaliser le plus beau ou le plus intelligent bâtiment au monde. Et ça, tout le mérite revient effectivement à son Excellence le Président Macky Sall, mais je voudrais remercier le directeur général de la RTS qui a parfaitement compris la vision du président et qui l'aide dans sa mise en œuvre pour un Sénégal émergent. La tour de la RTS est un IGH, un immeuble de grande hauteur. Il répond aux normes et standards internationaux les plus pointus en matière de conception et de construction de bâtiments. Voilà pour ce chef-d'œuvre architectural, véritable écosystème social. Cap maintenant sur Saly, où un conclave a réuni les têtes pensantes du ministère des collectivités territoriales, de l'aménagement et du développement des territoires. Objectif passer au crible le rapport d'activité de l'année écoulée et peaufiner le programme de travail budgétaire pour 2024. Fatmata Banelba. Cet atelier du ministère en charge des collectivités territoriales vise la validation technique du rapport d'activité 2023 et du plan de travail budgétisé annuel de 2024.
afin de se donner les moyens de mieux répondre aux défis et enjeux liés au secteur de la décentralisation, de l'aménagement et du développement territorial. Et pour une meilleure organisation de l'activité, tout le comité technique de suivi et évaluation du ministère a été mobilisé. Nous avons constaté que le ministère a eu, malgré les budgets qui ont été alloués, à réaliser des activités importantes. Mais le constat qui a été fait, c'est que c'est un ministère de transfert où l'essentiel des fonds sont transférés à plus de 80% aux collectivités territoriales et que le reste du budget devait permettre au ministère, au niveau central, à ses services déconcentrés, à toutes ses représentations, de mettre en œuvre des activités d'appui et d'accompagnement de la politique du Sénégal définie certes par le chef de l'État, mise en œuvre par le ministère des collectivités, mais en termes de décentralisation, d'aménagement du territoire. À travers la gestion axée sur les résultats, nouveau référentiel de la chaîne de planification, le gouvernement du Sénégal montre toute l'attention accordée au suivi et à l'évaluation des politiques publiques. Le nouveau cadre nous impose de planifier les activités et d'éviter le pilotage à vue. Ce qui fait que nous avons essayé, autant que faire se peut, de voir en fonction des moyens qui ont été assignés au service, quel a été le niveau de réalisation et nous projeter sur 2024 en apportant les correctifs qu'il faut. Au sortir de cet atelier de 3 jours, les participants ont dégagé des perspectives et recommandations pour l'année en cours, afin de tirer toutes les conclusions nécessaires pour améliorer l'efficacité des politiques et programmes liés à la décentralisation et à l'aménagement du territoire. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce dimanche soir, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention et de votre fidélité. Je vous souhaite une agréable soirée.